Et ça va très bien, et vous? Ça va très 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 bien. Alors, à ma connaissance, vous êtes donc le responsable donc de Guinée pour tous aux États-Unis, c'est bien ça? Absolument. Voilà. Alors, la toute question que nous avons posée, est-ce que vous êtes vraiment représenté aux États-Unis? Est-ce que les Guinéens qui sont aux États-Unis savent qu'il y a un représentant et comment les choses se passent concrètement? Monsieur Roger, je ne crois pas qu'il y ait un Guinéen présentement aux États-Unis qui ne soit pas au courant de la présence même de mon leader, qui est presque d'ailleurs dans une vie privée, pas publique, mais vous savez, quand on est sur une ligne droite, les gens sont intéressés, ils veulent tous venir auprès de vous, vous entourer. Mon leader, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit auparavant, sera avec les auditeurs sans passion, parler de la situation sociopolitique de notre pays, et voir de l'Afrique. Il n'a pas de problème, n'importe quelle question de toute couleur peut être posée. D'accord. Toute question, vous allez voir, vous allez d'accord, voilà. Donc, ça sera un débat interrompu tout à l'heure. Alors, ceux qui vous écoutent automatiquement, qui veulent adhérer à votre parti, ou bien qui aimeraient certainement avoir des informations par rapport aux représentants donc du Guinée pour tous aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les Guinéens qui sont réellement, qui sont dans le doute encore de la performance de mon parti, ils n'ont qu'à être avec les émissions, surtout celle de ce soir avec M. Jacques Revesso, et sauront qui est M. Dr Kassouri Fofana, et sauront quelles sont les ambitions de mon parti et la vision en fait des leaders, et bien sa compréhension des réalités en fait de notre pays. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand ils seront en ligne avec lui, ils seront satisfaits en fait de sa ligne politique. D'accord, ils seront satisfaits. Alors, je vais d'abord tenter pour voir si le docteur Kassouri est déjà en ligne. Alors, docteur Kassouri, est-ce que vous êtes en ligne? Allô, docteur Kassouri, est-ce que vous entendez? Alors, je pense que nous avons certainement un petit contretemps. Nous allons donc l'avoir tout à l'heure. Alors, Monsieur Salif, je crois, Oui. essayez d'appuyer donc sur la touche 5 étoiles, sur 5 étoiles, afin que nous puissions donc avoir donc votre leader. Attends, je vais tenter pour voir si c'est bien lui. Docteur Kassouri, est-ce que vous entendez cette fois-ci? Alors, je crois que nous avons un peu de soucis encore. Alors, qu'il appuie sur la touche 5 étoiles, afin que nous puissions donc le repérer. Attendez, Roger? Oui. Attendez, ok, attendez. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, monsieur Roger, je suis en ligne. Voilà. Bonsoir, docteur Kassouri. Comment allez-vous, docteur? Je vais bien. Et vous donc? Voilà. Bon, ça va très très bien. Vous avez déjà compris vous êtes avec les auditeurs et ça a déjà commencé. Alors, nous allons aller très rapidement, docteur Kassouri. Avant de vous poser la toute première question, j'ai essayé de faire quand même une petite recherche un peu sur vous. Et automatiquement, j'ouvre Wikipédia. Docteur Kassouri Fofana, on dit que vous serez donc né en 1954, des fois aussi on dit en 55. Alors, pour les auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, quand est-ce que vous êtes né, docteur Kassouri? Ceux qui me veulent vieux me donnent 53, ceux qui me veulent jeune me diront 55. Ok, d'accord. D'accord. Alors, nous allons aller rapidement. Bon, alors, je laisse le libre choix à vos auditeurs. D'accord, voilà. Et vous savez, M. Roger, en Afrique, l'âge, c'est un mystère. Bien sûr. Voilà. Voilà, n'empêche que j'ai été quand même un peu surpris. Tantôt on dit vous êtes né en 53, en 55, tantôt on dit que vous êtes né en 54. J'ai dit, bon, je n'arrive pas du tout à comprendre. J'ai dit, bon, d'accord, ça sera ma toute première question pour vous. Voilà. Alors, nous allons aller donc très rapidement. Docteur Kassouri, vous êtes aux États-Unis depuis donc un certain temps. Bon, votre représentant nous avait dit que vous étiez donc en séjour privé, bien sûr. Vous pouvez confirmer cela? Oui, tout à fait.
voilà, séjour privé. Hein. Bon, vous avez profité de ce séjour privé en même temps pour essayer, pourquoi pas, de vendre votre parti, puisque depuis que vous êtes arrivé, je crois que ça fait la 3e, 4e interview que vous allez accorder donc à la presse. Alors, nous sommes tentés de nous poser la question, qu'est-ce qui fait courir le docteur Kassouri Fofana? Écoutez, je crois qu'il y a un besoin d'information en direction de mes compatriotes de tous bords, parce que le pays se porte mal. Il y a une inquiétude chez les uns et chez les autres. Il est de mon devoir en tant que Guinéen et en plus en tant que leader de pouvoir me prêter aux explications, aux questions et à l'éclairage de nos compatriotes. C'est un devoir même pas politique, je dirais un devoir civique, parce que ce qui se passe dans le pays interpelle tous les Guinéens et il est nécessaire que nous nous parlions, que nous échangions les informations dans le but d'aider, ne serait-ce qu'en termes de réflexion, à la solution des problèmes qui se posent au pays. Merci beaucoup. Vous avez déjà mis le pied dans le plat. Vous avez dit, le pays va mal et ce qui se passe au pays interpelle tout un Guinéen. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui se passe au pays? Qu'est-ce qui va mal réellement? Il y a, comme vous le savez, une crise politique liée à l'organisation des élections législatives. Crise qui a conduit à des manifestations et à des violences, lesquelles violences causent toutes les semaines mort d'hommes. C'est préoccupant et c'est, je dirais même, honteux dans les conditions actuelles du monde que des choses comme ça se passent dans un pays qui est en période de transition et qui vient de régir des élections présidentielles il y a seulement 2 ans. Alors, vous avez dit donc la violence qui conduit certainement à la mort d'hommes. Du côté des partis au pouvoir, on vous accuse certainement donc de mettre des jeunes dans la rue, afin qu'ils soient certainement un peu, j'allais dire, permettez-moi l'expression, un peu tués. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Écoutez, c'est un sujet controversé. C'est un sujet controversé, c'est pour cela qu'il est important que les Guinéens se parlent, quelle que soit l'obédience politique des uns et des autres. Il est important qu'on échange. Peut-être j'ai mon opinion, M. X a son opinion. En se parlant, on peut faire une espèce de bridge pour lever certaines incompréhensions. Je ne viens pas à votre micro ou à votre émission pour dire que l'opposition a raison. Je voudrais simplement livrer le point de vue de l'opposition et ma lecture personnelle des choses. Que n'en déplaise à ceux qui sont de l'autre bord, je voudrais qu'ils comprennent que c'est cela la démocratie. La démocratie ne signifie pas l'identité absolue de vue. Elle ne suffit pas non plus la divergence absolue de vue. La démocratie, c'est le respect des différences et l'acceptation de ces différences pour qu'ensemble, dans un esprit républicain conforme aux dispositions constitutionnelles, qu'on respecte les règles de base de la vie en société. Alors, qu'on me permette de dire ma lecture des choses. Tout est parti, comme vous le savez, le package de la transition démocratique en Guinée a été défini dans ses contours par ce qu'on a appelé les accords de Ouagadougou. Ces accords ont stipulé que
les élections présidentielles devraient se tenir, suivies des élections législatives, 6 mois au plus après, et suivies enfin des élections communautaires et locales. Ces élections ont été bâties sur un système de saisie électorale qui était, je dois l'avouer, qui avait été mise en place par le régime ancien pour l'organisation des élections législatives. Je parle de la fiche électorale, du fichier électoral, pour être beaucoup plus précis. Ce fichier a été conçu et géré grâce à un système de saisie informatique mis à disposition par la communauté internationale, sur financement de la communauté internationale, du système SAGEM. Ce système a servi à l'élection présidentielle dans des conditions peut-être non satisfaisantes, on doit l'avouer. Ce système devrait servir aux élections législatives et celles communautaires qui devraient suivre quand le pouvoir en place a jugé nécessaire de changer de système. Il l'a fait dans un esprit non consensuel, par une prise de décision unilatérale et dans un cadre tout aussi unilatéral, gré à gré, qui n'a obéi à aucune consultation internationale comme cela se devrait. Mes frères et sœurs guinéens doivent comprendre que cela déjà en soi est source de doute et de conflit entre le pouvoir et l'opposition. Lorsque un pouvoir gère un fichier électoral de manière unilatérale, cela crée la suspicion et pourrait susciter des incompréhensions du genre de celles que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais que les uns et les autres prennent note de cette origine des faits. Ensuite, il vous souviendra que l'opposition en 2011 a entrepris des contestations destinées à appeler l'attention sur la nécessité d'un dialogue pour définir les conditions de transparence des élections législatives. C'est le fameux dialogue inclusif tenu au Palais du Peuple dans le dernier trimestre de l'année 2011. Ce dialogue a abouti à une série de conclusions dont les principales en matière électorale étaient que nous n'étions pas confiants du système Waymark acheté, engagé unilatéralement par le pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, pour renforcer notre conviction sur l'efficacité du système, il était important que nous commandions un audit international neutre. D'accord partis, le pouvoir et l'opposition, nous sommes tombés d'accord que le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, performe cet audit-là. Le résultat de l'audit, vous l'avez suivi,
n'a pas été favorable au système engagé par le gouvernement, le système Wemark. Le résultat de l'audit a démontré que le système n'était pas performant et qu'il ne garantissait pas la fiabilité des données et des résultats qui pourraient découler des élections. Le gouvernement a jugé nécessaire d'engager un deuxième audit à travers l'OIF, l'Organisation de la francophonie. Le gouvernement a exprimé des doutes sur la neutralité des conclusions du rapport du PNUD. La conséquence de la contre-expertise de l'OIF a été la confirmation des conclusions du PNUD. Vous avez suivi pendant des mois, l'OIF a fait des recommandations comme quoi si ce système devrait être utilisé, il y avait au moins une vingtaine de recommandations qui devraient être satisfaites pour garantir un minimum de fiabilité. Le rapport issu d'une deuxième mission de l'OIF pour s'assurer que ces imperfections ont été corrigées, ce rapport a été caché par le gouvernement. L'OIF a dit qu'il a rendu, comme cela se doit, le rapport au gouvernement. Le gouvernement, à travers la CENI, a prétendu qu'il n'a pas reçu le rapport. Ceux qui suivent le déroulement du processus ont dû noter cela. Nom de Dieu, à partir de ce moment, la confiance a été rompue entre le pouvoir et la classe politique sur la transparence des opérations. Nous avons demandé que le dialogue soit engagé afin de déterminer le sort de ce système Wemark pour qu'on s'assure qu'il peut être utilisé dans des conditions d'efficacité souhaitables ou il devrait être changé par un remplacement adéquat qui garantisse la transparence des élections. Le résultat, vous le savez, le gouvernement a refusé le dialogue. Je note cela pour que même ceux qui sont de l'autre bord comprennent que ce n'est pas forcément parce que nous voulons mettre la pagaille dans le pays, nous voulons empêcher le professeur Alpha Condé à travailler. Et même si cela anime certains parmi nous, croyez-moi que le pouvoir ne facilite pas non plus les choses. Je vous amène à réfléchir à ceci. Dans tous les contextes politiques que je connais, il y a problème à l'issue du dialogue, où les complications naissent au cours du dialogue, où les partis peuvent ne pas s'entendre. Mais en Guinée, contre toute attente, nous avons des problèmes par le refus du pouvoir à dialoguer. Comment pouvez-vous comprendre cela? Je laisse là la réflexion collective pour que ceux qui croient que l'opposition fait de l'agitation sans raison revoient leur copie pour comprendre que même si c'était le cas, ils doivent avoir l'honnêteté intellectuelle, pour emprunter l'expression de votre dernier auditeur, l'honnêteté intellectuelle de comprendre que quand même le pouvoir ne facilite pas son cas. Ça, c'est le troisième aspect
de la difficulté ou de l'origine des problèmes. On refuse le dialogue. Qu'est-ce qui reste à l'opposition pour s'opposer à la mascarade, à ce qu'il perçoit comme une mascarade électorale qu'on organise? Qu'est-ce qui reste que la rue? S'il n'y a pas de négociation autour d'une table, c'est connu, c'est le recours à la rue. Je répète, dans tous les cas, à ma connaissance que je connais, dans tous les pays du monde, c'est en cas d'échec des négociations qu'il y a la rue, mais pas l'inverse. Et c'est l'opposition qui refuse les dialogues dans tous les cas que je connais. Mais en Guinée, c'est l'inverse. C'est le pouvoir qui refuse le dialogue. Et j'en aurais fini, c'est la dernière illustration. Vous avez suivi. Donc nous avons marché avec les conséquences que je pleure de toute mon âme, de perte de vies humaines et de dégâts matériels importants. Cela a conduit à une certaine prise de conscience de la classe politique dans son ensemble, et le pouvoir et l'opposition à se retrouver autour d'une table pour définir un cadre de dialogue. Difficilement vous avez suivi cela. Parce que, à peine on a commencé la définition du cadre, le gouvernement a émis l'idée d'un dialogue inclusif qui avait les allures d'une conférence nationale. L'opposition a exigé que le dialogue soit bilatéral et qu'il porte sur des points précis de nos revendications que vous connaissez, entre autres le fonctionnement de la CENI, le vote des Guinéens de l'étranger et cette question de saisie du fichier électoral, cette question d'un opérateur technique pour cette saisie-là. Finalement, il a fallu encore qu'on marche pour que le gouvernement accepte cette condition. On a défini le cadre de dialogue avec 10 membres de chaque côté, un médiateur de chaque côté, et on est convenu d'appeler la médiation internationale en demandant à l'ONU d'aider la Guinée à conduire ce dialogue dans la sérénité en désignant un médiateur. Vous avez suivi, je rappelle cela, avec beaucoup de regrets, pour faire remarquer, quelle que soit l'obédience de mes concitoyens, qui soient pour ou contre le pouvoir, de faire remarquer que c'est le jour que le médiateur est choisi par le secrétaire général de l'ONU, même pas le médiateur, une équipe de médiation. C'est le lendemain de cette désignation de l'équipe de médiation qu'un décret présidentiel fixant la date des élections est pris. Je laisse aux uns et aux autres le soin d'apprécier chacun dans sa conscience ou avec sa conscience si c'était une bonne approche destinée à ramener le calme et la sérénité dans la cité. Ça veut dire que normalement c'est le dialogue qui doit définir les conditions des élections, y compris le chronogramme, pour aboutir à une date. On attend le médiateur, un décret présidentiel fixe cette date, rendant inutile l'effort de dialogue. Que pouvons-nous faire? Malheureusement, encore une fois, c'est avec l'âme meurtrie que nous avons repris la rue pour nous faire entendre. Je dis cela sans passion. Je ne suis pas en train, je fais un rappel historique et je laisse à chacun le soin d'apprécier en son âme et conscience
à qui la faute, ou ce n'est même pas une question de faute, d'où viennent les problèmes avant de penser, de plancher sur les moyens de résoudre ce problème. J'ai été un peu long, mais l'historique est important parce que nous sommes avec des concitoyens qui ne vivent pas au pays. Ils n'ont pas souvent la bonne information. Je leur livre mon témoignage. Il est libre à eux de prendre ça en compte par rapport aux témoignages qu'ils peuvent recevoir d'ailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Kassouri, pour cette présentation. Je pense que ça nous a vraiment permis donc d'avoir une idée réelle de la situation un peu sociopolitique actuellement en Guinée. Alors, vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure. Vous avez interpellé vos frères en leur disant de se pencher réellement sur la situation sociopolitique de la Guinée et de prendre des décisions afin de sauver la Guinée. En prenant des décisions, il ne s'agit pas donc de penser certainement à sa région, à son parti politique, mais plutôt penser à la Guinée. Et ça, cela, nous l'avons beaucoup apprécié. Alors, mais Dr Kassouri, certains Guinéens vous reprochent quelque chose. Ils disent, bon, pourquoi avez-vous donc voté pour le président Alpha Condé? Vous avez donné certainement votre réponse. D'autres Guinéens vous diront qu'aujourd'hui, si nous sommes dans une telle situation, c'est que le docteur Kassouri a favorisé donc l'avènement donc du professeur Alpha Condé. Donc le docteur Kassouri est un peu responsable de ce qui se passe. Alors que répondez-vous par rapport à ça? Écoutez, ceux qui peuvent dire ça, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Là aussi, je rappelle que ce qui s'est passé après l'élection présidentielle, le professeur Alpha Condé a proposé la formule de RPG arc-en-ciel basée sur l'absorption des différents partis politiques. Je le lui ai déconseillé parce que le parti unique n'est pas du goût du jour. Le monde a changé. C'est la pluralité politique qui garantit une démocratie de type libéral, contraire à la démocratie de type populaire, qui s'accommode de partis uniques. La proposition du professeur Alpha Condé a été, ceux qui veulent être avec moi viennent dissoudre leur parti dans mon parti, pour que nous fassions un parti national. Ma réponse a été évidemment non. Non par rapport à ma personne, à mes convictions politiques, non par rapport aux intérêts de la Guinée que je voudrais voir dans une démocratie libérale de type moderne. D'où la différence ou la divergence idéologique entre mon partenaire et moi. Le deuxième aspect, vous l'avez suivi, j'ai pris l'initiative de créer le Club des Républicains basé sur la philosophie du centrisme. Un groupe du centre qui voulait dire je ne me situe pas dans l'axe de l'opposition au gouvernement, ni dans l'axe de l'adhésion à l'opposition républicaine. Je me mets au milieu pour aider la Guinée à avancer entre une opposition dite radicale et une mouvance présidentielle tout aussi radicale. L'intérêt de la Guinée peut-être se trouverait au milieu. Malheureusement, la conséquence a été que à la mise en place de la CENI, la Commission électorale nationale pour les élections, nous avons demandé en tant que centristes que la loi soit revue pour tenir compte du paysage politique actuel. Ce paysage, évidemment, reflétait la présence du centre.
malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Donc, il fallait se conformer à la loi ou être ou de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Alors, la raison nous a dicté et les intérêts de la Guinée nous ont dicté de rejoindre l'opposition républicaine tout en conservant notre identité de centriste. Voilà le pourquoi de la mutation entre de la mouvance présidentielle mise en place à l'occasion des élections, à laquelle nous avons apporté notre contribution, et à l'appartenance aujourd'hui à l'opposition républicaine. Alors, en vous écoutant, on a l'impression que le bilan du président Alpha Condé, après donc plus de 2 années au pouvoir, c'est un bilan assez mitigé. Alors, la question que je vous ai posée tout à l'heure, certains Guinéens vous reprochent, vous c'est pas pratiquement un peu, se reprochent disant que c'est le docteur Kassouri qui a contribué donc à l'avènement donc du professeur Alpha Condé. Donc, il vous rend aussi responsable un peu de ça. Alors, que pensez-vous? Quel est peut-être votre commentaire par rapport à ça? Écoutez, j'ai apporté ma contribution, mais je n'ai pas la prétention d'avoir été c'est le peuple qui a voté. Peut-être qu'on a aidé par un discours beaucoup plus mobilisateur à assurer cette victoire, mais je n'ai pas la prétention d'en être comment je peux appeler ça, d'en être l'architecte principal. Non, c'est pas vrai. Avec toute la modestie, on a apporté notre contribution. C'est la Guinée dans sa majorité, parce que le professeur Alpha Condé a eu 52% des voix. C'est la Guinée dans sa majorité qui a voté Alpha Condé. Oui, n'empêche que on a vu quand même que c'était un peu la région et puis l'ethnie a beaucoup joué pendant ces élections. Vous étant justement donc de la Basse-Côte, en apportant votre soutien au docteur, au professeur Alpha Condé, en appelant donc les frères donc de la Basse-Côte à voter pour le président Alpha Condé, ça a contribué réellement à la victoire du président Alpha Condé. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Oui, sur ce point-là, parce que l'élection s'est passée sur un fond de communautarisme. Ne le cachons pas. J'écoutais tout à l'heure mon frère Keita, non, c'est Diallo, dire que j'ai dit parce qu'ils ont fermé les magasins non, il m'a mal interprété. Je disais que, et je le dis souvent, que la mauvaise campagne a peut-être sanctionné le résultat que Cellou Diallo a reçu, parce que ce qui s'est passé, la fermeture des magasins, l'agitation à l'extrême, la perturbation organisée, ont donné des arguments de campagne pour notre camp, pour effrayer les électeurs, pour dire, qui étaient déjà effrayés, pour dire, écoutez, c'est une tendance dangereuse, et c'est une approche d'exclusion qui ne serait pas bien pour la Guinée. Ce qui s'est passé, ce qui a mené les 3 communautés, la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée forestière, à se donner la main pour faire l'échec du candidat M. Diallo. Alors, ce que je dis aux gens, M. Diallo qui vient de poser la question, je n'ai pas dit que les commerçants n'ont pas le droit de fermer leurs magasins. Je dis simplement qu'ils ont donné l'argument de campagne aux concurrents que nous étions pour essayer de sensibiliser mieux nos populations à notre cause. Parce que nous savons que la communauté du Fouta dont est issu M. Cellou Diallo est la communauté la plus importante en nombre, économiquement la plus riche, intellectuellement la plus importante,
tout aussi importante. Alors, sur tous ces plans, il était facile, la meilleure campagne eût été d'aborder les choses avec humilité et ne pas faire de démonstration de force. La démonstration de force a servi comme moyen pour les concurrents que nous étions d'effrayer les électeurs pour dire écoutez, M. Diallo est déjà fort et il est en train de démontrer la force. Si nous le laissons passer, il va nous écraser, il va vous écraser. Écoutez, donc ça c'est un discours politique pour les besoins de la cause. Je ne suis pas en train de refuser aux commerçants, pour celui, votre auditeur qui a posé le problème, je ne suis pas en train de refuser aux commerçants leur droit de fermer ou d'ouvrir leur boutique. J'ai simplement dit que cela n'a pas aidé en ce moment-là et ce n'était pas un exercice utile en ce moment-là dans une situation où les conditions, si on se réfère au résultat du premier tour, les conditions étaient plutôt favorables à M. Cellou Diallo. Alors, puisque vous avez parlé d'élection tout à l'heure, hein, c'était un dîner où des observateurs avertis de la politique pensent que derrière le refus entre guillemets de l'opposition de ne pas aller donc aux élections, c'est parce qu'en réalité, il y a des leaders qui ne sont pas prêts à aller à ces élections. En parlant donc de M. Sidia, qu'on dit qu'il est déjà en ballottage, en bas dîner, à cause certainement de vous et puis d'autres leaders, puisqu'il y a beaucoup donc de frères donc de la moyenne Guinée qui se reconnaissent beaucoup en vous. Donc M. Sidia ayant perdu une partie de sa base, M. Kouyaté, la majeure partie de sa base aussi se confond avec le président Alpha Condé, et d'autres personnes, on dit que ces personnes n'ont pas intérêt à ce que les élections se tiennent. Alors, quel est certainement votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que ça tient la route, comme on le dit vulgairement? Écoutez, je ne peux pas confirmer ces affirmations parce que je n'en sais rien. Je ne crois pas qu'en démocrate, ces leaders décident volontairement de ne pas aller aux élections. Mais ce que je dirais par contre, même si cela était leur intention, le pouvoir devrait se dire non, je ne vais pas donner l'occasion à ces gens-là de perturber mon pouvoir. Je vais me mettre autour d'une table qu'on définisse les règles du jeu pour qu'on en finisse. Pourquoi? Parce que fondamentalement, le régime guinéen est essentiellement présidentiel. Je ne vois même pas l'enjeu, même si demain, le professeur Alpha Condé perdait la majorité au Parlement, je ne vois pas l'enjeu de ces élections si important pour lui en termes de pouvoir ou de l'étendue de ses pouvoirs présidentiels donnés par la Constitution guinéenne. Nous ne sommes pas un régime nous sommes un régime présidentiel, nous ne sommes pas un régime parlementaire. Alors, ce qui peut être gênant ou ce que je n'arrive pas à expliquer est que même si certains leaders, comme vous le prétendez, c'est vous qui le dites, certains le disent, je n'en ai pas la preuve, n'avaient pas l'intention d'aller aux élections, ce que je ne comprends pas, c'est que le pouvoir, M. Alpha Condé prête le feu à cela. Il n'y a pas intérêt, le pays n'a pas intérêt, en priorité, lui n'a pas intérêt. Parce que ces élections n'affectent en rien son pouvoir présidentiel dont l'étendue est consacrée par la Constitution de la République. Voilà, merci, docteur Kassory. Alors, nous allons revenir peut-être aussi à un autre
un sujet qui est aussi assez important. Bon, avant de passer certainement au deuxième segment, parlons un peu donc de la venue donc de M. Djinit, qui était d'abord en Guinée. Hein. M. Sékou Daniel Diallo a dit que le problème en Guinée, c'est une crise de confiance. Est-ce que vous pensez que la présence de M. Djinit va permettre à l'opposition d'avoir un peu plus confiance un peu à tout ce qui se passe, ou bien vous êtes aussi sceptique comme beaucoup donc, de personnes dans l'opposition? Écoutez, je suis par définition, intellectuellement, je suis pragmatique. Allô? Oui, allô, oui, vous êtes en ligne, oui. Je suis pragmatique. Je n'aime pas des jugements a priori. J'aime porter des jugements a posteriori. Je ne peux pas dire que M. Djinit, son arrivée est négative ou positive. Je dis simplement au pouvoir de permettre de donner l'occasion à M. Djinit de jouer son rôle en nous mettant autour d'une même table pour le dialogue. La clé de ce dialogue est dans les mains du pouvoir, que nous ne nous y trompons pas. Il suffirait, je le dis avec fermeté, il suffirait que les conditions qui avaient été définies avant le décret présidentiel, que ces conditions reviennent, qu'on soit dans ces conditions, pour que M. Djinit joue son rôle et nous mette autour d'une table de dialogue. Ça, ce n'est pas difficile. Cela signifie qu'on rapporte le décret, qui est une espèce d'approche de mettre la charrue avant les bœufs, parce que la date des élections, dans une situation aussi conflictuelle, devrait intervenir à l'issue du dialogue, pas avant le dialogue. Qu'on interrompe les opérations de la CENI, parce que ces opérations assument a priori que le système Wemark est celui qui est retenu, alors que le dialogue n'a pas pris une telle décision, n'a pas abouti à une telle décision. Qu'on interrompe le système de la CENI, parce que ce système suppose que le vote des Guinéens de l'étranger ne doit pas être pris en compte, alors que c'est le dialogue qui devrait pouvoir prendre une telle décision. Et enfin, qu'on libère les prisonniers politiques issus des manifestations, parce que c'est une condition clé pour ramener la sérénité indispensable à la reprise du dialogue. Alors, toutes ces choses-là, encore une fois, la clé, c'est dans les mains du pouvoir. Donc, c'est une volonté politique. Si cela est fait, nous partirons demain au dialogue. On n'a aucune raison de partir dans la rue si le dialogue est autorisé et mis en œuvre. Alors, le point que vous avez mentionné tout à l'heure, par rapport donc, au vote des Guinéens de l'étranger, que dit la Constitution? Est-ce que le Guinéen de l'étranger a le droit donc de participer aux élections législatives? Que dit la loi? Écoutez, les juristes vous donneront une double interprétation. La Constitution dit globalement que tous les Guinéens à l'âge de voter et dans les conditions civiques de ce vote ont le droit de voter. C'est ce que la Constitution dit. Elle ne distingue pas les Guinéens de dedans des Guinéens du dehors. Entendons-nous bien là-dessus. Mais il y a aussi la jurisprudence. La jurisprudence est que, comme je vous l'ai dit tantôt, le package issu de Ouagadougou, des accords de Ouagadougou, supposait que ces élections présidentielles et législatives soient organisées sur la base du même fichier électoral. C'est-à-dire le fichier qui a servi
à l'élection présidentielle devrait servir à l'élection législative. Alors, ce fichier des élections présidentielles incluait les Guinéens de l'étranger. Donc, on n'invente pas quelque chose qui n'existe pas. La jurisprudence consacre cette réalité. Qu'importe, ce que je veux dire, je ne suis pas en train de dire, c'est une condition sine qua non pour aller aux élections. Ce que je suis en train de dire, il est important que les Guinéens, le pouvoir et la classe politique se retrouvent autour d'une table et peut-être, comme dans toute négociation, le dialogue pourrait confirmer ou infirmer des positions des uns et des autres pour arriver à un résultat qui puisse faire le consensus pour les Guinéens. Mais sans dialogue, ce n'est pas possible. Et ceux de l'autre côté, je les interpelle et je les prie du pouvoir. Je m'exerce à donner ces informations pour qu'ils comprennent que même si nous sommes de mauvaise foi, ou même si certains parmi nous sont de mauvaise foi, il vous appartient de vous ressaisir et de ne pas donner l'occasion aux gens de mauvaise foi que nous sommes de foutre la merde dans la cité. Invitez-nous au dialogue, et si après le dialogue, nous mettons du désordre, en ce moment-là, vous pouvez en juger et nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais pas avant le dialogue. Vous avez la clé du dialogue, ouvrez les portes du dialogue. Nous sommes prêts à aller au dialogue pour qu'un consensus politique puisse sortir le pays de cette situation. Alors, Monsieur Kassouri, je vais vous poser une question assez difficile, hein, mais vous êtes, voilà, vous êtes, je sais que vous allez avoir donc la réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un problème Peul actuellement donc en Guinée? Je pose cette question, hein, parce qu'on le voit pendant donc, est-ce qu'il y a un problème Peul actuellement en Guinée, hein? Peul, voilà. Je pose cette question. Écoutez, ça c'est de la propagande. Je vais vous dire une chose, ça c'est de la propagande. Je n'aime pas exagérer je veux dire c'est de la propagande qui accentue ça. Il n'y a pas un problème Peul. Le problème qui se pose, la crise politique, c'est la crise de la majorité des Guinéens aujourd'hui contre le pouvoir en place. Il ne faut pas s'y tromper. Allez, voyez qu'à Conakry, qu'il y ait 1 million d'hommes dans la rue, dans la manifestation, vous croyez que c'est les Peuls? Les dernières manifestations auxquelles j'ai pris part, il y avait plus de sous-sous que de Peuls. Donc c'est pas un problème Peul. Qu'on ne déplace pas le problème. C'est pas un problème Peul, c'est le problème des populations guinéennes dans leur entièreté qui ne veulent pas de la mascarade électorale, qui veulent que les choses se gèrent dans des conditions optimales de transparence. Alors, docteur Kassouri, comment vous expliquez à ce moment-là que la majeure partie des personnes qui sont tuées dans les manifestations, c'est plutôt donc les frères de la Moyenne-Guinée, les arrestations, les frères de la Moyenne-Guinée, on l'a vu donc au 18 septembre, là, où sur les 152 victimes, il y avait 149 qui étaient donc de la Moyenne-Guinée. Alors, comment vous expliquez un peu cela? Il y a un hasard troublant, c'est vrai. Il y a un hasard troublant, mais je ne veux pas mettre l'huile au feu pour dire que les Peuls sont ciblés. Je dis que ce qui se passe en termes de mobilisation des populations, c'est une approche commune de la majorité des Guinéens. Alors, c'est vrai, est-ce un hasard? Est-ce ciblé? Je ne veux pas mettre de l'huile au feu. Je ne suis pas dans la politique pour diviser les Guinéens ou pour créer des problèmes. Je suis dans la politique pour aider la solution des problèmes et rapprocher les Guinéens autant que faire se peut. Parce que c'est dans ce rapprochement, c'est-à-dire dans l'unité, que nous pouvons aller ensemble, la main dans la main.
D'accord, dans la main de la mer, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous avons beaucoup de questions. Nous allons aller rapidement à une question et puis prendre quelques réactions d'un des auditeurs. Alors, docteur Kassouri, vous êtes donc aux affaires, ça fait pratiquement beaucoup d'années. Tout dernièrement, il y a une affaire, je dirais un peu sale, qui ne passe pas du tout inaperçue. C'est un peu l'affaire donc DSGR. Où donc certaines personnes disent que donc les anciens ministres comme M. Bangou Thiam et vous, vous êtes soit cités ou impliqués dans les enquêtes au niveau donc des États-Unis. Alors, vous êtes là. Alors, expliquez certainement à vos compatriotes exactement votre degré d'implication dans cette affaire. Écoutez, ça c'est la propagande officielle. Il n'y a aucun fondement. Vous avez lu, si vous êtes aux États-Unis, le complaint du FBI, c'est sur le site du FBI, un document de 17 pages, il n'est pas fait mention de mon nom. Deuxièmement, je n'ai jamais été interpellé par le FBI, même la moindre question. Parce que simplement, je ne suis pas du tout concerné par cela. Je ne suis pas concerné parce que c'est un contrat commercial qui a été passé entre des individus en 2006, pendant que j'étais moi en exil de début 2000, ma première visite en Guinée date de fin 2007, donc 2 ans après que le contrat a été passé. Deuxièmement, la personne interpellée ici par le FBI, ce Français, il ne me connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé. Troisièmement, les signataires de ces contrats sont au gouvernement, autour du président de la République. Nom de Dieu. L'accusation ne vient pas de ces signataires pour dire c'est Kassouri qui a fait ça ou qui a fait cela, mais on fait une propagande. Écoutez, il y a, je vous ai dit, je vous dirais le système de gouvernance du RPG tire ses origines d'une approche socialo-communiste d'une certaine époque qui est dépassée. Vous avez dû suivre aussi que même dans l'attentat, dans le procès sur l'attentat contre la villa du président de la République, j'ai été cité 3 ou 4 fois et on a dit que mon nom a été donné aux enquêteurs pour marchander avec les accusés pour leur dire accusez Kassouri et d'autres leaders si vous voulez vous tirer d'affaire. Alors, cette affaire économique, c'est dans la même veine, c'est la même chose. On a dit, bon, Kassouri, l'épouse du président ou l'ami du président qui est impliqué dans cette affaire est de Forcaria. Kassouri étant de Forcaria, si on dit que Kassouri est mêlé à cette affaire, les gens vont avaler et ça peut le salir politiquement. Ça, c'est des règlements de compte politiques. Je n'y prête pas attention parce que nous sommes aux États-Unis. Ça peut se faire là-bas en Guinée, mais ici, la transparence est de règle. On ne peut pas, encore une fois, jusqu'à date, jusqu'au moment où je suis, on ne m'a pas appelé, même pour me questionner, parce qu'il n'y a pas d'éléments sur lesquels on peut me questionner. Je ne suis pas partie prenante de ce contrat. N'est-ce pas? Je ne connais même pas les signataires de contrat. Le Français qui est en prison, il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas. Docteur Kassouri, vous êtes un homme d'affaires. Hein? Je crois que vous jouerez donc un cabinet de consulting. Est-ce que dans vos transactions, oui, vous n'avez pas eu donc des relations, j'allais dire, d'affaires avec DSGR? Si c'était le cas, je vous prie de me croire, si c'était le cas, j'aurais été interpellé déjà ici. Mais mes déclarations d'impôts sont transparentes, d'année en année, c'est clean. Les origines des contrats sont connues. Les fonds virés sur mon compte de ma compagnie sont connus. Mes déclarations d'impôts sont claires. Alors vous savez, nous sommes dans un pays organisé. Hein?
c'est pas du cash que vous déposez sur un compte bancaire, c'est un virement. Quand vous avez rendu du service, on vous donne un chèque. Et l'origine du chèque, le signataire du chèque est connu. Vous ne verrez aucune signature de chèque sur mon compte de compagnie lié à la Guinée, encore moins à cette affaire. Non, pas du tout. Alors, Dr Kassouri, avant certainement de revenir à quelques questions, hein. Alors, nous avons essayé de mener au moins quelques enquêtes auprès donc, de nos auditeurs guinéens qui nous suivent. Hein. Alors, quand on parle du Dr Kassouri, il y a 3 choses qui viennent là. On vous trouve riche, on vous trouve très généreux, mais on vous trouve aussi un peu pédant. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Bon, écoutez, les riches, je ne sais pas ce qu'on appelle richesse. Les gens, ça c'est une légende. C'est une appréciation, je laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas riche, je vis simplement, mais je vis bien. Et tout le temps, avant le gouvernement, pendant le gouvernement, après le gouvernement. Ok, mais je suis pas riche, j'ai pas des immeubles ici et là. J'ai juste une maison à Washington. Dans le monde entier, à l'extérieur, je n'ai qu'une maison. C'est celle que j'habite à Washington et que j'ai achetée dans des conditions communes d'achat pour tout le monde, c'est-à-dire à crédit. Hein? Je suis venu en 2000, j'ai fini mon programme scolaire en 2002, début 2003. J'ai créé ma compagnie en 2004, 2005. J'ai acheté ma maison en 2005 à crédit. Ça, c'est connu ça. J'ai des maisons, 2 maisons en Guinée, une dans mon village, une là que j'habite. Alors, si on appelle cela richesse, je ne sais pas de quoi on parle. Maintenant, généreux, c'est vrai, généreux dans le sens, même pas dans le sens matériel. Généreux sur un plan humain, je suis un libéral. Je crois en l'homme. Je crois à la nécessité ou le partage humain, parce que vous savez, M. Georges, ce monde est éphémère. Ce monde est éphémère, on lutte pour rien, on finit dans une espèce de trou de 2 mètres sur 50 centimètres. Si vous savez cela, ça doit vous amener à être humble et avoir l'esprit de partage. J'aime pas voir la souffrance humaine autour de moi. J'essaie d'aider à soigner la souffrance humaine autant que je peux, autant que faire se peut. Ça, c'est une question de conception, mais liée aussi peut-être à mon éducation. Parce que je suis issu d'une famille pauvre, l'humilité, je l'ai acquise là. Où le sens du partage est une valeur, est un système de valeurs inclus dans le système de valeurs. C'est un héritage culturel. Ça me reste. Je ne prends jamais rien au sérieux, mais je prends l'homme au sérieux, la personne humaine au sérieux. Généreux, oui. Pédant, je n'en sais rien. Je laisse les gens le soin d'apprécier. Alors, à la dernière élection, hein, Dr Kassouri, vous étiez candidat au premier tour. Hein, je crois que vous avez eu à peine 1%. Est-ce que c'est un désaveu? Et ensuite, est-ce que vous avez réussi certainement à faire votre mieux, puisque actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de Guinéens, hein, beaucoup de cadres qui adhèrent à votre parti. Hein. Récemment, il y avait donc des cadres donc, du parti donc, de M. Sidia Touré qui ont décidé donc de vous rejoindre. Alors, comment vous expliquez un peu cela? Écoutez, le résultat, globalement, je rappellerai à mes concitoyens, ils ont été témoins de l'échec en termes de transparence et d'objectivité du scrutin présidentiel de 2010. C'était un scrutin triché. Je donne pour preuve le délai qui s'est passé entre le premier tour et le deuxième. On a pris plus de 4 mois pour organiser le deuxième tour, pour ne pas tomber dans les errements du premier tour. Je donne également pour preuve la suite judiciaire en termes de contestation
de la majorité des candidats du premier tour. Tous les candidats, à 2 ou 3 exceptions, dont moi, ont déposé un recours auprès de la Cour suprême pour demander purement et simplement l'annulation du scrutin. Cela explique la médiocrité des résultats et si vous avez fait votre enquête sur la Guinée, vous comprendrez que le premier tour était plombé, joué d'avance. C'est-à-dire il y a eu des arrangements. Écoutez, ceux qui étaient à Conakry peuvent le témoigner. Il y a eu substitution d'urnes. Vous avez les gens de Conakry se sont réveillés le lendemain du scrutin avec des urnes en bordure de mer. C'est-à-dire les vraies urnes de la veille, aux vraies urnes de la veille ont été substituées des urnes de circonstances sur lesquelles les décomptes ont été faits et qui a vraiment vicié les résultats du premier tour. Bon, je ne vais pas au-delà de ça. La deuxième raison, peut-être de la médiocrité de mes résultats personnels, parce que, vous savez, j'ai quitté les États-Unis en février, fin février pour les élections en juin, mais je croyais très honnêtement qu'elles auraient dû être reportées vers septembre parce que, objectivement, ce n'était pas prêt. Et j'ai fait ma campagne sur des projets transversaux. Pour l'essentiel, j'ai fait 4/5 du temps entre la forêt, la Moyenne Guinée et la Haute Guinée. Je n'ai pas fait de campagne en Basse Guinée. Alors, l'erreur que j'ai faite, liée à mon absence prolongée du pays, est de croire que les Guinéens se prononçaient sur les projets de société. Je n'avais pas compris que le pays avait changé et que l'ethnocentrisme a été exacerbé et utilisé par les politiciens comme base de campagne pour recruter la clientèle. Alors, j'étais hors jeu, hors sujet, comme on dit. J'étais hors sujet. Je fais ma campagne, pas dans ma région, ailleurs. J'ai fait ma campagne, pas sur l'ethno, sur un discours ethnocentriste, mais des discours transversaux qui intéressent tous les Guinéens. J'ai fait ma campagne sur un projet de société que les Guinéens ont jugé pourtant le meilleur et que la communauté internationale juge encore comme le meilleur projet de société présenté par les candidats à ce scrutin présidentiel. Mais je n'ai pas été compris. Je me suis trompé de discours parce que écoutez, on ne fait pas la politique avec des idées. C'est une des leçons que j'ai tirées de cette campagne. On ne fait pas la politique avec des idéaux seulement. Il faut faire la politique avec des réalités. Ceux qui, à cette époque, se sont servis du régionalisme, de l'ethnocentrisme, ils ont fait du progrès contre ceux qui, comme moi, ont cru à une approche transversale et que la clientèle politique, à laquelle la clientèle politique n'était pas sensible. En ce moment-là, je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure chose qu'il faut pour le pays, c'est ça qu'il fallait. Non. Je suis simplement en train de dire, d'expliquer les raisons de la médiocrité de mes résultats en toute objectivité, analyse faite. Alors, docteur Kassouvou, vous avez parlé de l'ethnocentrisme, justement, hein, docteur. L'année dernière, on vous a vu un peu, M. Sidia et vous, vous certainement, permettez-moi l'expression, vous passez certainement pour le lectorat de la basse Guinée. Est-ce que cela ne vous fait pas un peu, ne vous donne pas l'impression d'être un leader, j'allais dire, régional, ou bien ethnocentriste? Écoutez, non, encore une fois, on fait la politique avec la réalité.
pour toute conquête de l'électorat et sous tous les cieux, la base, c'est le fief électoral. Le fief peut être la région, le fief peut être la religion, le fief peut être la culture, le fief peut être toute autre considération. N'est-ce pas? En Guinée, malheureusement, c'est le cas, c'était le cas et c'est le cas encore, le fief repose sur la région. Monsieur Alpha Condé n'est pas le meilleur des Guinéens pour être président de la République, parce qu'il appartient à la deuxième communauté la plus importante. Monsieur Diallo n'est pas le meilleur des Guinéens pour être le chef de l'opposition, parce qu'il représente la première communauté en termes d'effectifs. Ils ont réussi, et l'un et l'autre, à créer une espèce d'adhésion communautaire à leur cause. D'où le succès de l'un et de l'autre. Alors, si tu as vu ça, si tu dois faire la politique avec la réalité, tu essaies la même chose. Tu essaies la même chose pour que tu attires, tu crées ton fief et après, tu t'élargis aux autres. Maintenant, ce qui fera la différence, c'est la manière ou les voies qu'on utilise pour s'élargir aux autres. Mais il faut un fief dans le contexte actuel. Ce n'est même pas de la Guinée, de l'Afrique, c'est la réalité. Chacun est roi chez soi. Il faut affirmer ta capacité à réunir ta famille, ton village, ta région, avant de prétendre conquérir le suffrage des autres concitoyens. Ça, c'est dans l'ordre normal. Je ne passionne pas du tout ce sujet ethnocentriste ou l'approche régionaliste comme d'autres le font. L'analyse sociologique, j'allais dire sociopolitique, du contexte actuel en Afrique et en Guinée montre clairement que c'est, hélas, c'est la situation, le terrain dicte cette voie, mais ne vous en faites pas, avec le développement, notamment avec le progrès éducatif, les gens progressivement finiront par sortir de ce carcan régionaliste qui est la plus mauvaise chose pour un pays. Parce que le repli identitaire, comme je le dis toujours, n'est pas une bonne chose, mais n'a absolument aucune cause, n'amène aucune cause de triompher, au contraire. Si vous le faites pour la région, le retrait, reculer votre région, replier votre région, vous perdez le bénéfice des progrès du monde. Si vous le faites pour l'ethnie, vous arrivez à isoler votre ethnie. Donc, je suis totalement serein par rapport à cette situation. Je suis confiant que la Guinée en sortira si demain nous avons un système de gouvernance qui n'est pas assis sur l'exclusion. Parce que ce qui exacerbe cette situation, c'est le système de gouvernance par exclusion, par l'exclusion des autres. Vous excluez les autres parce qu'ils ne sont pas de votre ethnie, vous excluez des autres ou parce qu'ils ne sont pas de votre obédience politique. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est de nature à renforcer le repli identitaire. Alors, si je comprends très bien, c'est toute partie c'est de la Guinée pour tous. On peut dire que le docteur Kassouri pour tout le monde en ce moment. Alors, merci docteur Kassouri. Alors, ce que nous allons faire, nous allons vous donner une petite minute pour souffrir un tout petit peu, boire un petit verre d'eau. Hein. Alors, si vous avez peut-être une note, bloc-notes autour de vous, hein, nous allons prendre trois questions, de façon à permettre au moins à quelques auditeurs de vous poser des questions et puis aussi de leur répondre en même temps. Si ça ne vous gêne pas, docteur Kassouri. Ça ne me gêne pas, s'il vous plaît. Voilà, alors, voilà, ce que nous allons